20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. À peine publiés, les mémoires d'Abdou Diouf, l'ancien président, alimentent de vives polémiques avec de nombreuses questions que se posent lecteurs et analystes dans ce journal. Leurs opinions sur ce livre, par ailleurs très attendu dans les librairies dakaroises. Les mairies de Yoff et de Grand Yoff sur le pied de guerre pour mettre fin aux installations anarchiques. Marchands ambulants et commerçants vont être déguerpis de ces différents sites, des sommations que les concernés n'entendent pas respecter. Dans cette édition également, nous parlerons de la médiation de Sidi Lamine Niasse pour apaiser les tensions entre le pouvoir et l'opposition afin que le meeting du PDS soit tenu. Une médiation qui a été un prétexte pour s'interroger sur la fonction du médiateur. Les réponses dans un court instant. L'actualité hors de chez nous nous mène au Burkina Faso. Michel Kafando, 72 ans, est le nouvel homme fort. Il est chargé de mener la transition. Son portrait nous sera dressé dans ce journal. Enfin, le dossier du jour. Il nous intéresse aux associations de consuméristes, associations dont l'utilité échappe à de nombreux Sénégalais, avec les éclairages de Maître Massor Nakan, président de SOS Consommateurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec les mémoires de l'ancien président Abdou Diouf qui font débat. Ousmane Tanor Dieng serait-il à l'origine de l'émiettement du Parti socialiste sous Diouf? Une question qui se poserait avec acuité après lecture du livre. D'autres révélations sont également faites par l'auteur qui a choisi de lever un coin du voile sur son compagnonnage avec Moustapha Niasse, Djibo Leyti Ka, Ibrahima Kane, Alioune Diagne. Dans son livre, le président Diouf revient entre autres sur des faits saillants qui ont marqué sa vie à la tête de l'État, notamment ses rapports avec ses collaborateurs. Abordant la présidentielle de 2000 avec la candidature de Moustapha Niasse, l'ancien chef de l'État révèle que l'actuel président de l'Assemblée nationale jurait sur le Coran qu'il ne se présenterait jamais contre lui. Moustapha Niasse a-t-il trahi son mentor aux élections de 2000? Le mot trahison peut être de ma témoin, parce que je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce qui s'est passé, je l'inscris dans la différence qu'il y a entre le vouloir et le pouvoir. Pour comprendre l'attitude adoptée par le chef de file des progressistes, il faut remonter au décret présidentiel après les élections de 1998, nommant Ousmane Tanor Dieng ministre d'État, ministre des Services et Affaires présidentielles. La décision était mal appréciée par Niasse et l'on se demande si Ousmane Tanor Dieng n'est pas la source des défections au PS d'alors. L'ascension fulgurante de Ousmane Tanor Dieng a créé beaucoup d'histoires d'ego, beaucoup de départs, a causé directement, a été la cause du départ de Moustapha Niasse et de Djibo Ka, deux faits majeurs qui ont durablement et qui ont grandement contribué à la chute du président Diouf en 2000. Dans ce livre de 368 pages, le président Diouf évoque également les relations tendues entre Djibo Leyti Ka, Moustapha Niasse et Jean Collin. Le livre sera bientôt disponible au Sénégal. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et ancien président du Sénégal vient donc de publier ses mémoires, un livre disponible aux éditions du Seuil, mais pas encore dans de nombreuses librairies. Et les libraires affirment avoir passé commande, mais déclarent l'attendre avec impatience. Un livre qui devrait se vendre comme de petits pains, selon ces derniers. Aïssatou Païfal, Modou Diop. L'ancien président du Sénégal vient d'ouvrir un album souvenir, des mémoires qui sont publiées aux éditions Le Seuil, et même si le livre n'est pas encore dans les bacs, des commandes, il y en a à l'appel. Tous nous l'attendons vivement, donc il y a les clients qui passent déjà pour le chercher, donc notre service commercial aussi a déjà passé la commande, donc on attend d'ici là quelques jours on devrait l'avoir. Maintenant on a déjà chiffré 7 personnes qui sont venues, donc pour notre commande nous on a passé plus de 7 pour satisfaire les autres qui vont venir. La demande est assez forte quand même. À la librairie Claire Afrique, la vente commencera sous peu. Je viens tout juste de sortir en librairie en France, aux éditions du Seuil. Alors nous avons eu déjà un avant-goût dans l'Obs de ce matin, mais en principe il devrait être à Dakar dès la semaine prochaine.
Les libraires s'attendent à des ventes records vu la notoriété de l'auteur Abdou Diouf qui a passé 20 ans à la tête du Sénégal et 12 ans aux commandes de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons beaucoup de demandes à cet effet, compte tenu de l'envergure de la personnalité de M. Diouf, du président Diouf. Donc je crois que le public de Dakar attend avec impatience cet ouvrage, que nous pensons que c'est de haute facture. Un livre que tous les Sénégalais attendent avec impatience. Les mémoires du président Diouf, un ouvrage autobiographique, un livre qui est parti pour être un best-seller selon les libraires. Nous parlons à présent de ce colloque de 2 jours sur la justice et l'état de droit, un cadre d'échange pour une justice indépendante. Les États francophones mobilisés pour le renforcement des capacités de haute juridiction. La cérémonie d'ouverture était présidée ce matin par le Premier ministre Maïmouna Ndiaye et Boussissé. Y était aussi leur compte-rendu. Les États francophones mobilisés autour de cette table pour une démocratie constitutionnelle soumise à l'état de droit, la marginalisation de la justice au cœur des échanges. Il y a une nécessaire relation entre justice et état de droit. Il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir d'état de droit. Il ne faut pas croire que c'est pour le juge. Ce n'est pas, c'est pour le juge, mais pour le citoyen. C'est pour permettre au juge de mieux faire son travail. L'Association des hautes juridictions de la cassation prône le renforcement de la protection du juge. Il s'agit pour nous de faire en sorte que, comme on le dit, le droit soit toujours mis en avant de tous les actes, de toutes les actions que nous entreprenons en matière de gouvernance juridique et judiciaire. Le Premier ministre rassure et annonce de nouveaux dispositifs. Aménager un droit de recours contre les sanctions prononcées par l'instance disciplinaire du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Ce projet sera bientôt voté par les députés. Enfin, l'autre réforme majeure constitue celle du système pénal avec l'adoption récente de 2 projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale. Ce texte de la réforme est dicté par un souci de garantir la diligence. Des conclusions et des recommandations seront examinées au sortir de ce colloque, ceci pour mieux améliorer le système judiciaire. Cérémonie de lancement du projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur donne des assurances aux 5000 nouveaux bacheliers orientés à l'UVS. Marita Ounian indique que contrairement à l'année dernière, il n'y aura pas de retard dans le démarrage de cours et ce grâce à l'installation des espaces numériques ouverts dans 5 régions du Sénégal, mais aussi un important budget à hauteur de 5 milliards consenti dans ce projet. Aminata Mbaresso, Mohamed Dien. Pour la première promotion, ils étaient 2000 bacheliers orientés à l'université virtuelle du Sénégal, mais ces étudiants étaient déjà restés 16 mois sans faire cours. Aujourd'hui, les bacheliers nouvellement orientés à l'UVS n'ont pas ce problème. Donc il y a un avancement par rapport à ce que nous on a vécu. Et je pense que d'ici 2016, tout va se régler et on pourra maintenant respecter le quantum horaire comme il le faut. J'ai démarré ma formation de spécialité en première année il y a de cela quelques semaines. Donc les cours, hier seulement j'ai reçu un cours de mathématiques pour vous dire que voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Face à ce retard, le ministre de l'Enseignement supérieur donne des assurances pour l'année 2014-2015. Des avancées sont faites. Depuis déjà plusieurs semaines, les cours ont démarré. Pour les étudiants de l'année 2013-2014, ils vont terminer leur année universitaire au mois de mars et dès la fin des fêtes de la jeunesse, démarrer leur année universitaire 2014-2015 et l'achever au mois d'octobre 2015, comme on dit, retomber sur leurs pieds. Les nouveaux qui sont orientés sont en train de s'inscrire. Pour vous dire seulement que l'UVS a appris de son expérience. Avec ce projet d'appui de la Banque africaine de développement, des espaces numériques ouverts vont être installés dans 5 régions du Sénégal. Un projet financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. L'Université virtuelle du Sénégal, une des réformes issues du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur.
Sommet de quitter la rue Ouagane Diouf d'ici le 1er janvier. Les marchands ambulants du marché Ponty ne veulent rien entendre. Ils comptent descendre dans la rue et appellent les autorités à revoir cette décision. Pape Faraning à Lundiagne. Les marchands ambulants et tabliers de la rue Ouagane Diouf disent net au recasement annoncé par les autorités municipales de Dakar au niveau du site des champs de course. Ils veulent nous amener au Félix Éboué. Ils nous demandent une somme de 35% d'apport. Donc les cantines coûtent de 2 millions à 3 millions environ. Et vraiment, nous les marchands ambulants, on n'a pas 275 000 à mettre quelque part et rester là-bas de payer tous les mois, je ne sais pas, 35 000 ou 65 000. Ils sont même prêts à payer la moitié de la somme réclamée et ne veulent pas retourner dans l'immigration clandestine. Les 57 milliards qu'on met dans les Djamnyadjo et les je ne sais pas combien de milliards qu'on fait sur les technopoles, et ainsi de suite. Et nous sommes des jeunes Sénégalais et envie de travailler. Ils n'ont qu'à nous aider à avoir où on fait notre boulot convenablement. On avait pris les pirogues Barça ou Barsac et on nous a fait revenir ici. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Mourir tôt, c'est mieux de vivre longtemps. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Ces derniers menacent si les autorités municipales de Dakar persistent. S'ils veulent nous faire sortir ici et là-bas ils veulent nous amener, on n'a pas quoi laisser. On va mettre les tables là où on les mettait et s'ils veulent la guerre, on est prêt pour leur attaquer. On n'exige que ces sites-là. S'ils peuvent nous aider à l'acheter, on en a besoin parce qu'on a laissé les rues, on veut travailler et continuer nos activités parce que nous sommes des soutiens de famille, des pères de famille et des responsables. Leur déguerpissement est prévu au 1er janvier 2015. D'ici là, les marchands ambulants et tabliers de la rue Ouagane Diouf sont sur le qui-vive. Nous parlons des marchands ambulants et tabliers de Grand Yoff qui eux aussi sont très remontés contre les autorités municipales. Ces commerçants s'insurgent contre la décision de la mairie les obligeant à quitter les lieux avant le 18 novembre prochain. Ils estiment que le sommet de la francophonie est un prétexte de la mairie pour les déguerpir. Kodendiaï Modou Diop. Les marchands ambulants et tabliers de Grand Yoff ont arboré ce matin des brassards rouges pour cause. Ils protestent contre l'ultimatum de la mairie, les sommant de vider les lieux au plus tard, ce 18 novembre. Ici, à Grand Yoff, plus de 3000 ambulants et tabliers exercent leur activité. Donc, si le maire veut nous déguerpir sans nous octroyer un site de recasement ou sans concertation, ce n'est pas une bonne démarche. Donc, ce n'est pas une bonne démarche. Pour eux, le sommet de la francophonie n'est qu'un prétexte pour les autorités de les déguerpir. Francophonie n'a rien à voir avec la sommation du maire. On a écouté le sous-préfet, mais lui, il a parlé d'une opération de désencombrement. Ce qu'on comprend par là, c'est d'enlever les ordures et autres, et non nous les ambulants. Ces vendeurs se disent prêts à en découdre avec les autorités après avoir usé toutes les voies de recours. On a saisi les autorités compétentes, le gouverneur, le préfet, de même que le maire, mais jusque-là, aucune solution n'est trouvée. Comme il n'y a pas de solution et qu'on veuille nous tordre le bras, alors nous décidons de résister. Suivre situation grave parce que c'est critique. Cette opération de déguerpissement initiée par les autorités entre dans le cadre d'une politique de désencombrement des rues de Grand Yoff occupées par les marchands ambulants. À Grand Médine, par contre, ce sont les nouveaux compteurs d'électricité qui continuent de semer le trouble. En sit-in, les populations ont été dispersées par les forces de l'ordre à l'aide de grenades lacrymogènes. Retour sur les événements avec Ndeye Bossessi et Modou Diop. Grand Médine en feu. Lacrymogènes, pierres, fumée plombent le décor du quartier. Ces populations qui n'ont toujours pas digéré les nouveaux compteurs de la Sénélec affrontent les forces de l'ordre. La Sénélec nous a amené deux compteurs chinois qui ne sont pas tout fiables. Ces compteurs ont été examinés au niveau du ministère du Commerce. 15 compteurs sur 1180, il reste combien? Il n'y a que ces 15 qui sont fiables. Mais ces compteurs ne sont pas encore revenus à Grand Médine. Ils nous ont amené 15 compteurs, 15 nouveaux compteurs. Donc nous avons dit non, ça c'est pas tout sérieux. On a fait un sitting le vendredi. Ils nous ont amené des sommations pour dire dans 72 heures, si vous ne payez pas vos factures d'électricité, nous serons obligés de vous couper vos compteurs. Pourtant, les Grands Médinois avaient prévu une manifestation passive. Ce matin, on a donné rendez-vous à la population pour venir ici, mais non pas pour y aller. On ne peut pas brûler des pneus. C'était pour faire un sitting pour dire maintenant à la population sénégalaise, le Sénégal en entier, que ces compteurs ne sont pas des compteurs fiables, sont des compteurs chinois. Ce sont les policiers qui nous ont trouvés ici. Mais malheureusement, ils ont bafoué
Le problème, ils ont tapé nos enfants, les enfants ont riposté. C'est ce que les enfants ne voulaient pas faire. On a fait 51 ans, 8 mois et 17 jours aujourd'hui à Gramine. On n'a jamais eu de problème avec la Sénélec. Les manifestants sont catégoriques. Ils ne reculeront et ne paieront pas ces factures. On ne va pas payer une seule facture. Tant qu'on n'a pas fini de faire le travail avec la Sénélec comme il se doit, on ne paiera pas une seule facture. Mais c'est ce qu'ils doivent à la Sénélec. Des factures bien avant l'arrivée des comptes, ces derniers doivent aller payer ces factures. Tout Grand Médine uni. Hommes, femmes et enfants font bloc contre la Sénélec et les forces de l'ordre. La mairie de Yoff sur le pied de guerre pour mettre fin aux installations anarchiques. Une opération de désencombrement va démarrer du 19 novembre au 21 novembre prochain. Et face à la presse, les autorités de la municipalité entendent restaurer l'ordre. Des sommations ont donc été délivrées aux concernés. Modi Gay, Mardien. Yoff, Nord Foire, Ouest Foire, des quartiers qui seront visités par les bulldozers de la ville de Yoff. L'objectif, rendre la circulation fluide et mettre un terme aux installations non autorisées. On sait que donc il y a une autorité et l'autorité c'est la commune, c'est le maire. Et que donc pour organiser, on ne peut pas laisser les gens s'installer comme ils veulent. Donc maintenant, comme il y a des services techniques au niveau de la commune, on a dit qu'on va désencombrer, essayer donc de réorganiser ça, demander aux services techniques de venir. S'il y a quelqu'un qui veut donc s'installer au niveau de la voie publique, il doit avoir forcément l'autorisation du maire. Une manière de restaurer l'état de droit selon le premier adjoint au maire qui dit être en phase avec les autorités coutumières et religieuses. On a eu l'aval donc de l'ensemble des dignitaires de Yoff qui nous ont donné donc carte blanche pour qu'on fasse ça. On a discuté avec eux, on a tenu 2 ou 3 réunions. Les concernés ayant reçu des sommations, le maire leur demande de prendre toutes les dispositions. D'organiser ça et que les gens qui s'installent, il y aura des normes. On va donc dire que maintenant c'est normé, vous ne devez pas dépasser de tant de mètres ou de tant de centimètres la voie publique. Concernant la question de recasement de ces marchands qui seront déguerpis, le maire n'a pas donné une réponse claire. Et nous restons à Yoff. Il faut parler cette fois-ci de cette polémique opposant les populations d'Ouest Foire et le propriétaire d'une station d'essence en cours de construction dans cette zone. Selon le 3e adjoint au maire de Yoff, c'est le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, qui a délivré le permis de construire en toute violation des dispositions de l'acte 3 de la décentralisation. Une plainte aurait été même déposée pour établir l'ordre. Je vous propose d'écouter le 3e adjoint au maire de Yoff, Ibrahim Fall. Ses propos sont recueillis par Modi. Une personne qui a un bail dans la zone donc a voulu ériger donc une station Eidon, je pense. Alors quand on s'est approché un peu des dossiers, on s'est rendu compte qu'il détenait par devant lui une autorisation signée par le maire de la ville, Khalifa Sall, et une autorisation bien sûr approuvée par le préfet de Dakar. Alors, une fois sur les lieux, le maire Abdoulaye Diouf Sarr s'est enquéri de la situation et nous a demandé de prendre toutes les mesures pour être en phase avec la population. Parce qu'en ce moment, la population ne voulait pas de ce projet, avait complètement rejeté ce projet. Alors, notre problème, c'est que l'autorisation a été signée le 16 juillet 2014 et a été approuvée par le préfet le 18 juillet. Ce qui nous pose problème, parce que l'acte 3, on était sous l'emprise de l'acte 3, qui était entré en vigueur le 10 décembre 2013. Donc, le 16 juillet 2014, le maire de la ville n'avait plus compétence quand même à signer des autorisations de ce genre. Le meeting du PDS est prévu le 21 novembre prochain et afin d'apaiser les tensions entre pouvoir et opposition, Sidi Lamine Niasse a enfilé la casquette de médiateur. Alors l'occasion pour nos reporters de s'interroger justement sur le rôle du médiateur. Le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar nous en dit plus dans ce reportage. Il est signé Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. Anticiper, prévenir des crises, le rôle du médiateur. À l'université Cheikh Anta Diop, par exemple, la personne est nommée par le recteur. Déchiffrer les signes, de les détecter, de dire que le signe que je vois venir là, si on y prend garde, si on ne prend pas de disposition, ça peut créer des conflits. Donc il faut anticiper. Donc c'est un rôle de prévention et donc d'anticipation. Mais une fois, il se trouve que déjà le conflit soit là. Et une fois que le conflit est là, il faut trouver des solutions, amener
les parties prenantes à s'asseoir autour d'une table. Sur le plan social, le médiateur intervient sur plusieurs questions, seulement les moyens manquent. Je taquine mon parent Ndioben, là, qui est de l'autre côté, qui est le médiateur de la République du Sénégal. Je lui dis qu'il est beaucoup plus vénard que moi. Parce qu'apparemment, ici, c'est un concentré de... Moi, je suis interpellé tous les jours, nuit et jour. Les moyens humains, je n'en ai pas beaucoup. J'avais un adjoint son contrat est terminé, il n'est pas renouvelé. De multiples problèmes à résoudre, mais on ne prend jamais position. Une fois que le médiateur se penche, par exemple du côté de l'autorité, il cesse d'être médiateur. Ou il penche du côté des étudiants ou du personnel administratif et technique, il cesse d'être médiateur. Et c'est pour cela que le métier de médiateur est très difficile. Au Sénégal, les médiateurs gèrent à la fois plusieurs problèmes et les moyens font souvent défaut, ce qui freine leurs activités. Et cette médiation de Sidi Lamine Niasse en vue d'apaiser les tensions soulevées par le meeting plutôt du Parti démocratique sénégalais le 21 novembre est diversement apprécié au sein de la population sénégalaise. Certaines personnes interrogées magnifient l'acte posé par le président du groupe Walfadjri. D'autres pensent que ce geste ne doit pas être motivé par des raisons personnelles. Aïssatou Païfal. La médiation de Sidi Lamine Niasse est diversement appréciée chez les Sénégalais. Selon certaines personnes interrogées, il n'a point dérogé à son devoir. Leur seul souhait, c'est que cette médiation ne soit pas motivée par des intérêts personnels. Je saurais définir son comportement. Il s'est déjà prononcé par rapport au 21 décembre, tout en se mettant sur la partie de l'opposition. Maintenant, à quelques jours de cet événement, il est parti voir le président Macky Sall. Peut-être qu'il a ses raisons personnelles, mais tout ce que je souhaite est que ces raisons personnelles, de toutes les façons, soient des raisons pacifiques. Parce que c'est ce qui importe aux Sénégalais. Adjisson Ndeidja estime qu'acte ne peut être plus noble que la démarche entreprise par l'homme de presse. Je respecte et j'estime beaucoup Sidi Lamine. Il fait partie d'une grande famille religieuse. Ce qu'il vient de faire est louable. Macky, quand il était dans l'opposition, avait aussi son mot à dire. J'aimerais qu'il laisse les opposants s'exprimer de la même manière qu'il le faisait. Ainsi, il y aura la paix. Ce Gabonais résident au Sénégal depuis longtemps se réjouit lui aussi de cette initiative. Pour apaiser les cœurs, c'est pour apaiser ceux qui ont été troublés ou choqués par rapport à ce qui se passe. Donc, en tant que médiateur, je pense que si ces objectifs sont vrais, si le fond de son cœur est humble et vrai, et qu'il est allé rencontrer le président, je pense que l'objectif qui est de M. Lamine Niasse de rencontrer le président pour apaiser les cœurs peut être positif si les deux parties s'entendent. Vraie ou fausse, ruse ou manœuvre, en tous les cas, la médiation du président directeur général du groupe Walfadjri soulève bien des vagues. Reste à savoir s'il y a anguille sous roche. Et face à cette tension entre pouvoir et opposition, comment se positionne la société civile? Eh bien, pour les membres de l'organisation interrogés par nos reporters, on hésite à jouer les médiateurs par peur d'être accusés de prendre parti. Chérif Diafaraba. La société civile est devenue incontournable dans une démocratie en ce qu'elle joue un rôle d'alerte, une alerte parfois à l'origine des différends entre les pouvoirs en place et ses acteurs non étatiques. Vous avez par exemple le rôle de lanceur d'alerte. La plupart des alertes concernant les conflits, les tensions, concernant également la corruption, généralement c'est les organisations de la société civile qui le font. C'est surtout une incompréhension. Une société civile, elle est forcément un contre-pouvoir. Donc elle ne peut pas être avec le pouvoir. Parce que souvent on reproche à la société civile d'être partisan. Vous allez par exemple chez les Américains, vous avez des parlements qui créent des organisations de la société civile pour diffuser leur vision de la démocratie. Même si la société civile peut parfois jouer la médiation entre le pouvoir et l'opposition en cas de crise, ses membres se veulent prudents pour éviter d'être accusés de parti pris. C'est vrai que nous nous gardons de le faire par exemple au Sénégal parce que l'opinion publique comprendrait mal que la société civile se positionne, surtout au vu de la pratique publique, par crainte de ne pouvoir pas être compris. La société civile s'est gardée de jouer ce rôle.
de médiateur ou de facilitateur. Je l'ai joué même à l'extérieur du Sénégal. J'ai fait sortir des gens qui étaient en prison, que ce soit des journalistes, Moussa Kaka, que ce soit des diplomates. Ici, je l'ai fait souvent entre l'opposition et le pouvoir. Mais c'est extrêmement difficile au Sénégal. Parce que généralement, les gens, ils confondent souvent la casquette politique et la casquette étatique. On ne s'auto-proclame pas médiateur. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos sociétés. Une des bases de réussite d'une médiation, c'est que vous soyez reconnu par les partis en question. De mon point de vue, ça c'est le rôle, c'est un des rôles du Comité sénégalais des droits de l'homme, parce que c'est un rôle d'observation, un rôle de concertation, un rôle de dialogue, un rôle également de régulation. L'émergence de la société civile est devenue une réalité au Sénégal et dans d'autres pays du continent africain. Ses membres préfèrent rester dans le rôle de contre-pouvoir au lieu de s'autoproclamer médiateur entre le pouvoir et l'opposition. Et une catégorie de la société que l'on n'a pas trop entendue dans ces médiations entre pouvoir et opposition à propos du meeting du 21 novembre, ce sont les chefs religieux et coutumiers, Léa. Une thèse que ces derniers réfutent, toutefois ils exhortent l'État à autoriser ce meeting au nom de la démocratie sénégalaise. Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. La tension politique est tendue actuellement au Sénégal, avec l'autorisation ou non par l'État du meeting de l'opposition. Des médiations se font de toutes parts, mais religieux et chefs coutumiers sont comme abonnés absents. Que vous êtes à côté du pouvoir, vous êtes corrompu. Si vous avez pris des décisions contre le pouvoir dit que oui, et disons, ils font du chantage. Donc c'est très difficile aux chefs religieux, raison pour laquelle tous les grands religieux abstiennent. J'ai pensé depuis longtemps avoir des contacts indirects avec les uns et les autres pour véritablement calmer les jeux politiques. Pourtant, Serigne Modou Bousso Diagne explique que leur médiation, comme le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop, se fait dans l'ombre. Une médiation, il faut tracer d'abord. Il faut être très objectif et très sérieux. Donc il faut être un juge. Généralement, j'élimine beaucoup dans l'ombre, qu'il s'agisse de l'université, avec les syndicats, je fais beaucoup de choses comme ça. Mais cette occasion, elle est très particulière pour que nous portions à l'attention du chef de l'État nos points de vue. Mais si cela ne dépendait que de ces chefs religieux et coutumiers, le meeting de l'opposition allait avoir lieu. Pour ces leaders d'opinion, le chef de l'État, Macky Sall, doit laisser l'opposition faire son meeting. On ne peut pas interdire ou empêcher le vouloir, la volonté des Sénégalais, parce que nous avons des autres. Et Macky Sall qui doit laisser l'opposition faire sa marche comme qu'il avait fait en 2009. C'est ça, c'est la réalité. Le chef de l'État, le président de la République, doit permettre, en donnant des instructions à l'autorité administrative concernée, permettre l'organisation du meeting. Jusque-là, des médiations se font ça et là pour que le pouvoir comme l'opposition trouvent un terrain d'entente. Question de rehausser la démocratie sénégalaise. Et c'est en 1990 que le poste de médiateur a été créé au Sénégal, Sarah. Tout à fait, Léa. Ousmane Camara, Seydou Madanissi, Doudou Ndir ou encore Serigne Diop ont tous été médiateurs de la République. Retour sur leur parcours avec Ibrahima Camara. Le président Ousmane Camara fut le premier médiateur de la République du Sénégal. Magistrat, procureur de la République de 1962 à 1964, premier président de la Cour suprême de 1985 à 1991, il devient médiateur de la République de 1991 à 1997. Seydou Madanissi, plusieurs fois ministre dans le gouvernement de Abdou Diouf, il devient le deuxième médiateur de la République de 1997 à 2003. Il prend part au séminaire organisé par le Parti démocratique sénégalais sur la validité de la candidature du président Abdoulaye Wade en novembre 2011. Après Seydou Madanissi, Doudou Ndir devient le médiateur de la République, actuel président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, magistrat à la retraite, ancien conseiller technique à la présidence de la République. Doudou Ndir a occupé le poste de médiateur de la République d'avril 2003 à juin 2009. Serigne Diop le remplace de 2009 à nos jours. L'actuel médiateur de la République fut un membre fondateur du Parti démocratique sénégalais avant de former son propre parti politique, le Parti démocratique sénégalais Rénovation. Serigne Diop fut ministre plusieurs fois dans les gouvernements de Abdou Diouf et de Abdoulaye Wade.
Il a brillé par son silence lors des contestations sur la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade en 2011. La seule sortie du médiateur de la République était pour mettre les points sur les i, en soutenant que ce n'est pas son rôle de s'exprimer sur une telle affaire. Le mandat du médiateur de la République doit arriver à terme en 2015. Et ce lundi, 2 accidents sont survenus au même moment sur l'autoroute. Aucun mort, mais 3 blessés, dont un grave. Le premier accident concerne un camion et un car de transport en commun. L'autre, un taxi et un véhicule particulier, Sarah. L'actualité hors de chez nous à présent. L'homme pour assurer la transition au Burkina Faso est connu. Michel Kafando a été choisi grâce à son programme avec une vision claire de la gestion de la transition. Parmi ses concurrents les plus sérieux, on peut noter Chérif Ly ou encore Joséphine Ouedraogo. Michel Kafando prend ainsi l'engagement de ne ménager aucun effort afin de relever le défi. Il prête serment ce mardi. Ndiaga Thiam. Nous avons été heureux de voir que nous nous sommes entendus sur le consensus et le consensus a été porté sur le candidat Michel Kafando. Michel Kafando, c'est bien lui, l'oiseau rare, que cherchaient les 17 millions de Burkinabés pour diriger la transition politique au pays des hommes intègres. Ainsi en a décidé le conseil de désignation du président de la transition ce lundi 17 novembre aux environs de 4 heures du matin. Ce qu'il y a, c'est que nous avons discuté, nous avons approfondi les dossiers dans les interviews, dans les délibérations. Les uns et les autres ont donné leur point de vue et c'est ainsi que nous sommes arrivés au consensus sur le nom de M. Michel Kafando. 8 candidats au départ, 3 d'entre eux, à savoir Chérif Ly, Joséphine Ouedraogo et Michel Kafando, ont été retenus à l'issue de la présélection. Mais Michel Kafando, de par sa vision de la gestion de la transition, est le candidat qui a le plus convaincu le jury. Le plus déterminant, je crois, ce qu'on a entendu ici, c'est son exposé. C'est son exposé qui, je crois... Séduit. Non, c'est pas que ça... Le mot séduit n'est pas le mot, mais... les gens sont ici, c'est ça le programme là. Ah, vraiment, donc c'est ce que les gens attendent. Aussitôt désigné, le nouveau président mesure l'immensité de la mission qui lui est assignée. Cependant, il reste convaincu quant au défi à relever. De tout cœur, je remercie le chef de l'État, le colonel Isaac Zida et son équipe. Et à travers lui, tous ceux qui me font ainsi confiance pour conduire temporairement les destinées de notre cher pays. En attendant de le faire plus substantiellement, je remercie également tous les acteurs qui ont rendu possible ce grand bouleversement qualitatif qui marquera à jamais notre pays. D'ores et déjà, je prends l'engagement au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Pas donc de temps à perdre. Le président de la transition promet se mettre à la tâche dès ce mardi, juste après sa prestation de serment. 16 jours après la chute de Blaise Compaoré, Michel Kafando, 72 ans, est donc le nouvel homme fort du Burkina Faso. À l'issue d'ultimes tractations civiles et militaires se sont accordées ce lundi sur le nom de cet ancien diplomate pour diriger la transition qui doit conduire le pays à des élections en novembre 2015. Aïssatou Diop Fall nous dresse son portrait. Distingué et réservé, Michel Kafando est un homme de grande taille aux cheveux noirs, légèrement grisonnants, qui affectionne les costumes sombres. Le tout nouveau président de la République du Burkina Faso est né le 18 août 1942 à Ouagadougou. Ses études secondaires, Michel Kafando les a suivies au collège Jean-Baptiste de la Salle entre 1956 et 1963. Ses études secondaires consacrées aux sciences politiques vont le conduire à Dakar de 1964 à 1965
1958, Bordeaux 1968, 1970, Paris 1970, 1972 et Genève en 1972. C'est une grande figure de la diplomatie burkinabé où il a fait toute sa carrière. Il intègre le ministère des Affaires étrangères après ses études. En 1981, il fut ambassadeur à l'ONU et ministre des Affaires étrangères en 1983 au sein de plusieurs gouvernements. La Haute-Volta, ancien nom du Burkina Faso jusqu'en 1984, connaissant alors une forte instabilité. Kafando a la particularité de n'avoir jamais fait partie des groupistes du grand Thomas Sankara. Son accession à la magistrature suprême de 1983 à 1987 le poussera d'ailleurs à effectuer un petit exil studieux à la Sorbonne. Plusieurs années plus tard, Michel Kafando retournera aux Nations Unies, représenter le Burkina durant 13 ans, de 1998 à 2011. Michel Kafando, à la retraite, se consacrait à sa femme et à la consultance. Il est le père de 2 enfants. Le dossier du jour à présent, il nous intéresse aux associations consuméristes, associations dont l'utilité n'est toujours pas reconnue par de nombreux Sénégalais. Certains vont même plutôt jusqu'à soutenir que ces structures ne sont là que pour leurs intérêts. Pour ces Sénégalais, l'appartenance politique de ces associations peut également constituer un blocage à la liberté des consuméristes. Qu'en est-il vraiment? Élément de réponse avec Makital et Modou Diop pour le dossier du jour. Assister le consommateur et le défendre dans ce droit pourrait résumer la raison d'être des associations consuméristes. Maître Massokhna Kane de SOS Consommateurs nous éclaire. Les associations de défense des consommateurs, c'est des bonnes volontés qui sont regroupées, qui ont des compétences dans certains domaines et qui pensent pouvoir défendre les consommateurs, puisqu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et individuellement, c'est très difficile. Donc c'est dans le cadre d'une organisation collective qu'on peut faire une défense efficace. Certains Sénégalais interrogés sont sceptiques à l'utilité de ces groupements. Selon Maître Kane, ils doivent adhérer et s'impliquer davantage. Il se désole également que la population n'ait pas la culture de défendre ses intérêts. Même s'ils font des efforts pour la population, il reste beaucoup à faire. On ne les entend que s'il se passe quelque chose, sinon rien. Lorsqu'il y a une hausse prévue, ils sont les premiers à être informés, donc ils doivent agir en amont. Le Sénégalais, vous êtes en train de vous battre pour lui. Il sait que vous vous battez pour lui, pour qu'on diminue l'essence ou qu'on diminue le prix du pain, etc. Il vient, il vous félicite, il prie Dieu pour vous et il passe son chemin comme s'il n'était pas concerné. Souvent accusés d'être à la tête de ces structures pour leurs propres intérêts, ce consumériste apporte des éclaircissements. Je pense qu'ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Comment peut-on dire de quelqu'un qui essaie de défendre les consommateurs qu'il fait pour son propre compte? Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Mais absolument rien, au contraire. Hormis les intérêts personnels, l'appartenance politique peut interférer dans l'objectivité des prises de décision, selon ces messieurs. Dans un milieu, s'ils sont avec la mouvance au pouvoir, ils auront du mal à défendre correctement les consommateurs. Défendre intérêts consommateurs. Je ne suis pas dans un parti qui est au pouvoir. Nous avons un parti qui est un tout petit parti, comme il y en a tant d'autres. Mais ça, c'est vraiment le volet, disons, minimum de mon activité. Les associations de défense des consommateurs sont une quinzaine au Sénégal, un nombre souvent jugé pléthorique, mais qui, selon l'avocat, est minime par rapport aux autres pays. Voilà, c'est la fin de cette édition que nous avons été ravis de vous présenter du sport tout de suite après avec Chertidiane Diao pour Sport à la Une. L'info qui continue sur www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur TFM. À demain.